Au Bénin, c'est tout l'inverse. Sous couvert de réforme, on a renforcé la présence de l'exécutif. Le CSM organise la soumission au lieu de défendre l'indépendance. Et parfois, l'ingérence n'est pas discrète, elle est flagrante. Je donnerai en exemple le cas du colonel Pascal Tawes et de Bertin Corvi, par exemple. Tous deux étaient sous mandat d'arrêt international émis par le procureur spécial de la Criette. Les complices présumés de Tawes, par exemple, ont été arrêtés et condamnés. Mais eux, je veux parler de Tawes et de Corvi, à leur retour, au lieu d'être arrêtés, ils ont été reçus en grande pompe par le chef de l'État. À un citoyen ordinaire, on aurait reproché le recel de criminels. Mais quand le président s'affiche avec eux, on appelle ça une réception officielle. Ce qui pose problème par rapport à ces deux cas-là, d'abord sur la forme. Pour Amoussou, il n'y a pas eu de procédure régulière d'extradition. Il n'y a pas un juge qui a eu à connaître de cette procédure d'extradition au Togo et il n'y a pas eu de recours. Donc, on peut tirer la conclusion qu'il s'agit d'un enlèvement international. Et pour Sosoupe, il y a violation du principe de non-refoulement. En tant que réfugié, il ne pouvait pas être renvoyé dans le pays qu'il avait fui. Ce principe est absolu et il est inscrit dans la Convention de Genève de 1951. Maintenant, si nous avons, il y a un risque de réparation colossale. Au plan sécuritaire, notre justice est désormais perçue comme injuste. Elle alimente des frustrations et des ressentiments. Quand les citoyens n'ont plus confiance, certains se tournent vers la rue, voire vers la violence. Au plan social, c'est que la destruction du lien de confiance, on constate une destruction du lien de confiance. Les gens se disent à quoi bon aller en justice si le verdict est déjà écrit. Cela nourrit la peur, l'autocensure et à terme la division et les conflits. Et disons, par rapport à ces deux affaires, que ces condamnations ne détruisent pas seulement les carrières politiques, elles détruisent des vies. Rekiat Madougou, vous savez, c'est une mère. Une mère est arrachée à ses enfants, condamnée à 20 ans de prison. Et par rapport au professeur Joël Aïvo, professeur respecté, il a été humilié, réduit au silence, loin de ses étudiants et de sa famille. Donc, je conclurai tout simplement en disant qu'il s'agit d'une décision qui ne respecte pas la procédure normale. Donc, en clair, les affaires Madougou et Aïvo illustrent parfaitement une justice sous influence. Ce ne sont pas des jugements indépendants. Et ces deux personnalités n'étaient pas de simples justiciables. Elles représentaient l'opposition face au pouvoir en place. Et leur arrestation ressemblait plus à un kidnapping qu'à une procédure judiciaire. Ce qui pose problème dans leur dossier, c'est quoi? Dans le dossier Madougou, j'ai été témoin direct de l'ingérence politique. À l'étape de la Chambre des libertés et de la détention où j'officiais, le garde des Sceaux a donné instruction qu'elle soit placée sous mandat de dépôt. C'était un appel téléphonique. Ce comportement n'est rien d'autre qu'une violation frontale du principe d'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif. Merci, M. Batamossier, pour avoir accepté de partager ce moment avec nous. Je sais que depuis 2016, les questions judiciaires sont toujours au cœur de l'actualité et parfois, nous qui sommes en dehors du système, nous on n'est pas souvent, nous ne sommes pas des juristes, mais on fait des spéculations, mais sans parfois connaître le fond des dossiers, sans avoir nécessairement les arguments nécessaires du point de vue du droit pour pouvoir aborder les grands dossiers qu'on a connus au Bénin depuis
et 2016. Donc c'est à ce travail qu'on a appelé, on a invité notre invité ce soir, nous aider à comprendre un certain nombre de choses, un certain nombre de faits d'actualité du côté du droit de la justice qu'on a connu depuis 2016, et il va nous aider sur ce point-là. Mais pour commencer, je vais lui permettre déjà de se présenter et de nous dire peut-être combien de temps il est resté à la Criette, parce qu'il a été jugé à la Criette. Monsieur Batamoussi, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Merci, monsieur Johnson. J'espère que vous m'entendez. Oui, c'est très bon. 5 sur 5. Oui. D'accord. Je m'appelle donc... Il y a un retour. Un instant. Monsieur Johnson, il y a un retour. Ok, je vais fermer mon micro. Il y a un retour. Oui. Allez-y. Donc, je m'appelle Sowe Batamoussi, ancien juge à la Criette depuis 2018, date de sa création, jusqu'à la date de mon départ en avril 2021. Donc, je suis actuellement, j'ai le statut de réfugié et donc je ne suis pas au Bénin. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ok, donc vous avez démissionné de la Criette en 2021. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons qui ont motivé votre départ, votre démission de la Criette? Merci d'abord de me recevoir, Monsieur Diossou. Je salue tous les auditeurs et auditrices de Biafrica. Et si j'ai accepté cet entretien, c'est parce qu'il est temps de dire les choses clairement. On parle beaucoup de la justice béninoise, mais souvent en surface. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur à la Criette. J'ai vu comment elle fonctionne, comment elle est instrumentalisée et pourquoi elle n'inspire plus confiance. Mon départ en exil n'est pas un choix de confort. C'est un cri d'alarme. Parce que la justice dans un état de droit, c'est la colonne vertébrale. Quand elle se brise, c'est toute la démocratie qui vacille. Alors ce soir, je veux partager ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et surtout, pourquoi il faut réformer d'urgence si nous voulons sauver l'avenir de notre pays. Par rapport à votre question, si j'ai quitté le Bénin, ce n'est pas par choix, mais par nécessité. J'étais juge à la Criette depuis sa création en 2018 jusqu'en avril 2021, date de mon départ en exil. Très vite, j'ai compris que la justice ne fonctionnait plus de manière indépendante. Normalement, un magistrat doit juger en conscience, selon la loi, et uniquement selon la loi. Mais dans les dossiers sensibles qui concernent les opposants, les opérateurs économiques, les journalistes et même les magistrats, les pressions étaient permanentes. Sur le papier, la Criette avait une mission noble, lutter contre la corruption et le terrorisme. Mais dans la pratique, elle est devenue une arme politique. Et ce ne sont pas seulement mes mots. La Cour africaine des droits de l'homme, l'ONU, Reporters sans frontières, le Comité pour la protection des journalistes et tant d'autres institutions, tous ont dénoncé une justice instrumentalisée, des procès inéquitables, des détentions arbitraires. Mais le problème dépasse la Criette. Il est structurel. Le Conseil supérieur de la magistrature, censé protéger les juges, est présidé par le chef de l'État, avec le ministre de la Justice en deuxième vice-président. Et dans ce même Conseil supérieur de la magistrature, on dénombre 2 autres ministres, dont le ministre de la fonction publique et celui des finances et de l'économie. Ce sont eux qui décident des nominations, ce sont eux qui décident des promotions, ce sont eux qui décident des sanctions. Alors, comment un magistrat peut-il se sentir libre? Résultat, un climat de peur. Les juges s'auto-censurent,
une décision qui déplaît et leur carrière est brisée. En France, où je suis actuellement en exil, on a écarté le président et le garde des Sceaux du CSM pour éviter ces pressions. Au Bénin, c'est tout l'inverse. Sous couvert de réforme, on a renforcé la présence de l'exécutif. Le CSM organise la soumission au lieu de défendre l'indépendance. Et parfois, l'ingérence n'est pas discrète, elle est flagrante. Je donnerai en exemple le cas du colonel Pascal Tawes et de Bertin Corvy, par exemple. Tous deux étaient sous mandat d'arrêt international émis par le procureur spécial de la Criette. Les complices présumés de Tawes, par exemple, ont été arrêtés et condamnés. Mais eux, je veux parler de Tawes et de Corvy, à leur retour, au lieu d'être arrêtés, ils ont été reçus en grande pompe par le chef de l'État. À un citoyen ordinaire, on aurait reproché le recel de criminels. Mais quand le président s'affiche avec eux, on appelle ça une réception officielle. Voilà donc un exemple concret d'une justice sous tutelle politique. Une justice à deux vitesses. Soyons clairs. Je sais que, comme beaucoup de dossiers devant la Criette, ceux de Tawes et Corvy n'en valaient probablement pas la peine. Mais ce n'est pas la question. Dans un état de droit, même un dossier faible doit suivre son cours. C'est au juge de trancher, pas au président de la République de décider qui doit être poursuivi ou blanchi. Et mieux encore, les instructions de non-poursuite sont interdites. Rester en fonction pour moi aurait signifié cautionner un système qui trahit l'état de droit. Alors, partir a été une décision douloureuse, mais nécessaire. Parce qu'une justice qui sert la loi protège la nation, mais une justice qui sert le pouvoir n'est plus une justice. Et quand elle est prise en otage, ce ne sont pas seulement les magistrats qui sont en danger, c'est toute la démocratie qui vacille. Voilà très simplement les raisons de mon départ. Et je vais même vous dire quelque chose de personnel, de très très personnel. On peut porter la robe, on peut se réfugier derrière les textes, mais au fond, quand on est complice d'une décision illégale qui prive une personne de sa liberté, on ne dort plus de la même façon. Parce que derrière une condamnation, il y a des vies. Une décision injuste, c'est un père ou une mère qu'on arrache à ses enfants. Derrière une condamnation, c'est une famille qu'on disloque. Derrière une condamnation, c'est un travail détruit. C'est des enfants transformés en orphelins judiciaires. Et pendant ce temps, moi, je gardais mon emploi, mes enfants avaient leurs deux parents, ma maison restait debout. Cette contradiction vous ronge, elle dérange la conscience, elle enlève la paix intérieure. Alors j'ai compris que je ne pouvais pas rester parce qu'une justice qui fabrique l'injustice ne protège personne, ni les justiciables, ni même les juges. Voilà pourquoi partir a été une décision douloureuse, mais la seule possible pour rester en accord avec ma conscience. Donc, vous comprenez les raisons qui m'ont guidé à partir donc, de la Criette et à me retrouver en exil. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Les amis, continuez à partager, à tapoter le live. On peut faire mieux. Donc, on continue de monter. Donc, merci beaucoup à ceux qui partagent le live, ceux qui encouragent le live. Donc, l'un des grands dossiers, ou bien les premiers dossiers qu'on a connus, c'est le dossier du président Sébastien Adjavon. On sait qu'à un moment, ce dossier a été déjà vidé. Je pense au tribunal à Cotonou, avant même la création de la Criette. Comment vous expliquez que ce dossier s'est retrouvé finalement encore devant la Criette? Merci pour cette question. Cette question, elle est récurrente. Et si ce dossier s'est retrouvé devant la Criette, dites-vous que cela relève de la magie, tout simplement. C'est un dossier vidé. Et il y a un principe en droit qui dit qu'on ne peut pas juger la même affaire deux fois. Donc, c'est de façon miraculeuse que le dossier s'est retrouvé encore à la Criette. Et ceux qui l'ont apporté à la Criette ne s'en sont pas offusqués. Et les magistrats qui ont eu à charge ce dossier ne s'en sont non plus offusqués. Ils l'ont pris
et ils l'ont traité, alors même qu'il s'agit que ces magistrats-là sont compétents et ils savent que cela ne devrait pas se faire. Donc, c'est la raison pour laquelle cette décision-là a été censurée au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Et la décision a condamné même l'État béninois à verser des dommages et intérêts à Sébastien Adjavon. Donc, les décisions de la Criette, il faut le dire, la plupart de ces décisions sont en train d'endetter l'État béninois, puisque c'est des décisions qui, à la longue, seront censurées, seront annulées, et les personnes concernées pourront réclamer des dédommagements. Je voudrais m'en tenir à ça. Donc, j'ai parlé tantôt du dossier de Sébastien Adjavon. Vous avez quitté la Criette en 2021. On sait qu'en 2021, on a eu deux grands dossiers, le dossier de Madame Rekiat Madougou et le dossier du professeur Joël Aïvo. Est-ce que votre départ est lié dans une certaine mesure à ces deux dossiers? En partie, oui, puisque j'ai eu à connaître du dossier de Dame Rekiat Madougou et je sais que c'est au sorti d'un meeting qu'elle a tenu et en la présence de Joël Aïvo et d'autres personnalités politiques qu'elle a été kidnappée sur le pont de Porto Novo. Donc, en partie, oui, je peux parler de ces deux dossiers-là sans me tromper. Ok, donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu de comment vous avez reçu ces dossiers-là, on va dire, à la Criette? Est-ce que vous avez eu des éléments concrets sous la main qui ont conduit, vous avez dit, à l'arrestation, à l'enlèvement de Madame Rekiat Madougou sur le pont de Porto Novo? Par rapport à Dame Rekiat, je reçois l'écho, je sais pas. Ok, allez-y, je vais fermer mon micro. Okay. Disons que les deux dossiers, le dossier de Rekiat Madougou et de Joël Aïvo sont des dossiers emblématiques. Et par rapport à ces dossiers, même le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire qui ne fait pas la politique a été clair. Bon, ce groupe-là vérifie notamment quoi? Des critères juridiques et vérifie si la légalité de l'arrestation a été faite si l'arrestation a été faite dans les normes, si l'accès au dossier a été fait, si le respect des droits de la défense a été respecté et si l'indépendance des juges était au rendez-vous. Et dans les dossiers de Rekiat Madougou et de Joël Aïvo, les avis donc du groupe de travail de l'ONU ont pointé des violations sérieuses. D'abord les faits. Rekiat Madougou, ancienne ministre figure de l'opposition, a été arrêtée en mars 2021 à la sortie du pont de Porto Novo. Candidate à la présidentielle du 11 avril 2021, elle a été condamnée à 20 ans pour financement du terrorisme. Quant à Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel, il a été arrêté en avril 2021 et poursuivi pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Il a été condamné à 10 ans de prison. Et ces deux personnalités n'étaient pas de simples justiciables. Elles représentaient l'opposition face au pouvoir en place. Et leur arrestation ressemblait plus à un kidnapping qu'à une procédure judiciaire. Ce qui pose problème dans leur dossier, c'est quoi? Dans le dossier Madougou, j'ai été témoin direct de l'ingérence politique. À l'étape de la Chambre des libertés et de la détention où j'officiais, le garde des Sceaux a donné instruction qu'elle soit placée sous mandat de dépôt. C'était un appel téléphonique. Ce comportement n'est rien d'autre qu'une violation frontale du principe d'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif et du principe fondamental selon lequel la liberté est la règle et la détention l'exception.
À la Criette, je dirais que c'est l'inverse. La détention préventive est devenue la règle. Et quant à la liberté, elle est devenue l'exception. Voilà l'une des raisons même qui a motivé mon départ. Les critiques faites par rapport aux 2 dossiers. Ce que j'ai vécu de l'intérieur a été confirmé de l'extérieur. En 2022, le groupe de travail de l'ONU a jugé la détention de Madougou arbitraire. En 2024, le même groupe de travail de l'ONU a fait la même chose pour Aïvo, en jugeant que sa détention également était arbitraire. Les 2 avis ont dénoncé des violations graves du procès équitable et demandé leur libération immédiate. Des ONG comme Amnesty International, Reporters sans frontières, la FIDH ont appuyé ces constats et sur le fond, les dossiers étaient en réalité vides. Madougou a été accusé de financement du terrorisme et ces accusations étaient fondées sur des témoignages contradictoires, sans preuve véritable. Donc il n'y avait aucune preuve matérielle dans le dossier. Et elle n'a pas reconnu les faits et les 2 autres co-inculpés ont dit ne s'accordaient pas sur les points sur le sujet. Et puis bon, normalement on aurait dû écouter sa version des faits et essayer de les confronter, mais ce qui n'a pas été fait. Donc le dossier a été donc tout simplement pris à la hâte et donc s'en est suivi donc la condamnation. Et bref, il s'agit pour Aïvo d'accusations rocambolesques montées de toutes pièces qui relevaient plus de l'élimination politique que de la vérité judiciaire. Ce qui aurait dû être fait logiquement dans cette procédure-là, dans ces 2 procédures, c'est que le juge devrait statuer librement. La détention préventive ne doit jamais être une arme politique. Elle n'est légitime que s'il y a un risque concret de fuite, s'il y a un risque de récidive ou de pression sur les témoins. Or, par rapport à Rekiate et puis par rapport à Joël, on ne peut quand même pas dire que ces 2 personnalités-là allaient fuir du territoire ou bien qu'elles n'étaient pas représentatives. Donc, il n'y avait pas raison à les placer en détention provisoire. Et on aurait pu tout simplement les convoquer régulièrement, et respecter donc la présomption d'innocence, ce qui n'a pas été le cas, et appliquer le principe de liberté et organiser un procès indépendant, contradictoire et équitable, ce qui n'a du tout pas été respecté. Au lieu de cela, on les cueille à la sortie des ponts comme de vulgaires personnes, on monte un simulacre de procès et on les condamne à de lourdes peines, sans preuve tangible. Et je voudrais donc dire que dans tous ces 2 dossiers-là, il faut tout simplement constater que les dossiers étaient vides et que c'est des dossiers montés de toutes pièces. Et puis bon, moi j'ai eu à le dire par rapport à Rekiat Madougou. Et si ça s'était limité à moi, on dirait que bon, que c'est une seule personne qui l'a dit. Mais comme j'ai eu à le dire, le groupe de travail de l'ONU a bien feuilleté le travail, le dossier, et a déclaré également, et arrivé également à la même conclusion qu'il s'agit là de dossiers politiques, de poursuites politiques. Les conséquences, je voudrais donc parler des conséquences par rapport au comportement de la Criette par rapport à ces 2 dossiers. Donc les conséquences juridiques qui s'en sont découlées, c'est quoi? C'est que ces condamnations par rapport à Joël Aïvo et Rekiat Madougou sont fragiles, elles sont contestables et elles sont annulables demain. Donc à n'importe quel moment, et ces condamnations-là pourront être annulées. Et tout comme la décision qu'on a vue avec Sébastien Adjavon. Et au plan diplomatique, c'est que le Bénin est épinglé désormais par l'ONU et la Cour africaine. Sa crédibilité s'effondre. Sur le plan politique, c'est que l'image
justice. Hello, Moto. Excusez-moi. Sur le plan politique, c'est que l'image d'une justice utilisée pour neutraliser au lieu d'arbitrer est mise en exergue. Et au plan financier, c'est que, comme dans l'affaire à Javon, il y a un risque de réparation colossale. Au plan sécuritaire, notre justice est désormais perçue comme injuste. Elle alimente des frustrations et des ressentiments. Quand les citoyens n'ont plus confiance, certains se tournent vers la rue, voire vers la violence. Au plan social, c'est que la destruction du lien de confiance, on constate une destruction du lien de confiance. Les gens se disent à quoi bon aller en justice si le verdict est déjà écrit. Cela nourrit la peur, l'autocensure et à terme la division et les conflits. Et, disons, par rapport à ces deux affaires, que ces condamnations ne détruisent pas seulement les carrières politiques, elles détruisent des vies. Rekiatou Madougou, vous savez, c'est une mère. Une mère est arrachée à ses enfants, condamnée à 20 ans de prison. Et par rapport au professeur Joël Aïvo, professeur respecté, il a été humilié, réduit au silence, loin de ses étudiants et de sa famille. Donc, je conclurai tout simplement en disant qu'il s'agit d'une décision qui ne respecte pas la procédure normale. Donc, en clair, les affaires Madougou et Aïvo illustrent parfaitement une justice sous influence. Ce ne sont pas des jugements indépendants, ce sont des instructions politiques déguisées en décisions judiciaires. Donc, c'est ce que je peux conclure par rapport à ces deux cas-là. Monsieur Jossou. Mais on se rappelle que dans le dossier de Rekia Madougou, on a parlé de transactions financières, on a parlé d'un complot pour, je ne sais pas un mot qui est censuré ici, un ancien maire de Cotonou. Et dans le dossier de Joël Aïvo, on a parlé de blanchiment de capitaux. Est-ce que ce n'étaient pas des accusations assez quand même solides pour que la justice prenne ses responsabilités pour pouvoir investiguer Monsieur Batamousi? Ouais, il ne suffit pas de dire blanchiment de capitaux, il ne s'agit pas de dire terrorisme pour qu'on dise tout de go que les faits sont graves, parce que quelque part l'unité de police judiciaire a écrit dans son PV que les faits, a relaté certains faits. Il appartient au juge d'analyser, de questionner et de voir si effectivement ces faits-là existent. Mais comme j'ai eu à le dire, dans le dossier Rekiatou Madougou, par exemple, les faits n'existent pas. On l'accuse de financement de terrorisme. Alors même que ces co-accusés qui devraient peut-être étayer, argumenter, appuyer la poursuite, ont déclaré, notamment Saka Georges, si je me souviens de son nom, a dit que Rekiatou Madougou lui a confié de l'argent pour redynamiser les cellules de base de Parakou dans le cadre des élections à venir. Et puis, quant au colonel qui était dans le dossier, lui autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son problème qu'il ne connaissait pas Rekiatou Madougou. Donc, dans ces circonstances-là, est-ce qu'on devrait alors dire que Rekiatou Madougou est impliqué dans cette affaire-là? Moi, pour ma part, non. Et puis, ceux qui accusent les victimes dans cette situation, où sont-elles? On ne les a jamais vues depuis le commencement de la procédure jusqu'à la fin de la procédure. Donc, tout ceci laisse penser, moi personnellement, je tire la conclusion qu'il s'agit de dossiers montés. Donc, logiquement, on ne pouvait pas garder normalement en détention Rekiatou Madougou, encore moins la condamner à 20 ans de prison pour un dossier qui n'en est pas un. S'agissant de Joël Aïvo, c'est le même scénario. On n'a jamais vu les victimes. Personne n'est venu se plaindre.
Et bon, le dossier était vide, il est plat, c'est seulement les feuilles de la police judiciaire qui sont au dossier. Et puis bon, les quelques questions éparses posées par le tribunal. Et puis bon, on clôture la procédure et bon, on condamne. Mais ce n'est pas ça la justice. La justice, elle mène ses investigations. La justice ne s'en tient pas au PV d'enquête préliminaire du policier. Sinon, quel est alors le travail du juge? S'il faut tout simplement valider les PV d'enquête préliminaire ou bien s'il faut tout simplement croire en tout ce qui vient devant le juge, là, il vaut mieux ne plus porter la toge. Il faut carrément confier ce métier-là à tout passant. Vous avez parlé tantôt... Monsieur Joshua, oui. Oui, très bien, très bien. Vous avez parlé tantôt des avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Est-ce que ces avis s'imposent aux États ou bien c'est juste des avis consultatifs? Oui, le groupe de travail de l'ONU émet des avis. Mais c'est des avis tout simplement, et ces avis ne sont pas contraignants, mais c'est des avis, lorsqu'on n'en tient pas compte, c'est que on est mal vu par la communauté internationale. C'est un groupe de travail de l'ONU et c'est des gens sérieux qui y sont. Comme j'ai eu à le souligner tantôt, ce ne sont pas des politiciens, c'est des techniciens, c'est de hauts juristes. Donc, ils ont pris le temps de fouiller les dossiers. Ils ont vérifié si l'arrestation était légale. Ils ont vérifié si les avocats avaient eu accès au dossier, si les prévenus avaient... Donc, si on avait respecté le droit à la défense des prévenus et si les juges avaient été indépendants dans la procédure et ils ont tiré une conclusion, non. Ils ont constaté que tous ces critères qui ont été cités n'ont pas été respectés. Donc, par conséquent, ils ont tout simplement dit que, bon, les décisions, la détention de ces deux personnalités-là étaient arbitraires et qu'il fallait tout simplement les relâcher. Et c'est des avis, certes, mais c'est des avis qui ne sont pas contraignants, mais c'est des avis qui font foi. Mais c'est pour aussi d'une prise de confiance. Je ne vous entends pas. Oui, il y a quelqu'un... Ah, ok, les modérateurs, on va arrêter de faire monter les gens parce que jusqu'à la fin de mon échange et après on peut accepter d'autres demandes. Sinon ça perturbe un peu l'invité. Ok, donc ok, ce que j'allais dire... oui, ok, c'est bon. Donc, on parlait tantôt d'une crise de confiance, en tout cas de la population vis-à-vis de cette institution qui est la CRIET. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui a amené dans le dossier de Boko Olivier de Oswald Omeki, est-ce que c'est cette crise de confiance qui a amené les avocats de ces deux personnes-là à se déconstituer? Au niveau de Boko et de Oswald Omeki, les avocats se sont déconstitués pour je pense, deux ou trois raisons fondamentales. D'abord, ils ont récusé la présidente de la Cour. Et de deux, ils ont demandé certaines garanties qu'ils n'ont pas eu. Et c'est ce qui les a amenés à se déconstituer. Donc, d'abord, ils ont récusé. Et de deux, ils ont demandé également que la Cour soit légalement constituée, puisque la Constitution n'était pas, au lieu de 5 juges, il y avait eu 3, je pense. Et ils ont demandé à ce qu'on revienne à une composition régulière, mais ils n'ont pas eu suite. Et donc, ils ont dû alors quitter la procédure parce que
la juridiction a balayé du revers de la main toutes leurs demandes, toutes leurs requêtes. Et je pense qu'ils n'avaient pas tort par rapport à ces questions-là. Ok, et donc revenons à deux dossiers qu'on a connus qui concernent l'enlèvement de Steve Amousou à Lomé et puis dernièrement l'enlèvement de Sosukwe, le journaliste Hugues Sosukwe à Abidjan. Du point de vue du droit, quelle légalité on peut accorder à ces deux arrestations, Monsieur Batamousi? Disons que en droit, une privation de liberté n'est pas une simple opération de police. C'est un acte grave qui suppose un mandat régulier. Et ça peut être un mandat d'amener du procureur, un mandat de comparution du procureur ou un mandat d'arrêt du procureur ou une ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention. Une décision judiciaire de condamnation. Ce sont ces actes-là qui peuvent priver une personne de sa liberté. Et lorsque on veut priver une personne de sa liberté, c'est qu'il faut d'abord qu'on lui notifie ses droits. Et il a droit à une assistance à l'assistance d'un avocat. Il a également accès au dossier et il a la possibilité de faire des recours. Dans le cas de Steve Amousou, assimilé par la justice à Frère Oumvi, lui-même conteste cette identité. Il dit « Je ne suis pas la personne que vous décrivez ». Malgré cela, il a été enlevé à Lomé au Togo en août 2024, transféré alors de force au Bénin et condamné en juin 2025 à 2 ans de prison. Dans le cas de Hugues Komla Sosukwe, journaliste réfugié reconnu au Togo, en juillet 2025, il se rend à un séminaire en Côte d'Ivoire et là-bas, sans aucun mandat d'arrêt international, la police ivoirienne l'arrête et le remet directement aux autorités béninoises. Il est transporté au Bénin, inculpé et placé en détention. Ce qui pose problème par rapport à ces deux cas-là, d'abord sur la forme. Pour Amousou, il n'y a pas eu de procédure régulière d'extradition. Il n'y a pas un juge qui a eu à connaître de cette procédure d'extradition au Togo et il n'y a pas eu de recours. Donc, on peut tirer la conclusion qu'il s'agit d'un enlèvement international. Et pour Sosukwe, il y a violation du principe de non-refoulement. En tant que réfugié, il ne pouvait pas être renvoyé dans le pays qu'il avait fui. Ce principe est absolu et il est inscrit dans la Convention de Genève de 1951. Maintenant, si on va au fond, Amousou conteste être Frère Oumvi. Une justice indépendante aurait dû vérifier rigoureusement son identité avant toute condamnation. Est-ce que notre justice, est-ce que la criette a vérifié qu'ils n'ont pas en face de Frère Oumvi? Moi, je ne pense pas qu'ils aient fait suffisamment d'investigation sur cette question. Ils pouvaient pousser loin en faisant le test ADN et ce qui pouvait certifier s'ils ont en face d'eux Frère Oumvi ou si ce n'est pas Frère Oumvi. Donc, ils n'ont pas vérifié la vraie identité de la personne qu'ils avaient en face d'eux. Et s'agissant de Sosukwe, Sosukwe n'a pas commis de crime. Il n'a pas pris les armes. Il a relayé des faits et analysé des événements. C'est son métier de journaliste. Donc, criminaliser cela, c'est criminaliser la liberté de la presse. Les critiques qui ont été faites par rapport à ces deux enlèvements, moi, j'ai dit ma part, mais cela ne s'arrête pas à moi. Les ONG internationales l'ont dénoncé également. Le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, Reporters sans frontières, la Fédération internationale des journalistes, ces structures-là ont déploré certaines violations, notamment la violation des garanties procédurales.
et l'utilisation de la criette comme une chambre de validation politique de transfert irrégulier de poursuites sans base solide. Dans cette procédure, la criette, qu'est-ce qu'elle devrait faire logiquement? La procédure correcte que devrait mener la criette, c'est quoi? Si le Bénin voulait juger effectivement Amoussou et Sossoupé, il devait émettre un mandat international via Interpol. C'est ce qui devrait se faire normalement. L'émission d'un mandat international via Interpol. Et maintenant, la Côte d'Ivoire devait saisir un juge pour examiner la demande du Bénin. Et en troisième position, l'intéressé devait avoir la possibilité de contester avec ses avocats et même de faire des recours contre l'éventuelle décision que rendrait la justice ivoirienne sur son extradition éventuelle. Dans le cas de Sossoupé en tant que réfugié, le juge logiquement devait refuser son extradition. Bref, une justice indépendante aurait dû vérifier l'identité d'Amoussou et protéger le statut de réfugié de la liberté de presse de Sossoupé. Mais ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de mandat d'arrêt. Il n'y a pas eu on n'a pas pu entendre Sossoupé sur le territoire ivoirien. Il n'a pas bénéficié d'un avocat et on l'a pris comme un colis et on l'a amené donc au Bénin. Donc il s'agit tout simplement d'un enlèvement, tout comme dans le cas d'Amoussou, Steve. Ben, ça comporte des conséquences. Un tel comportement de voyou comporte des conséquences. Donc, en ignorant ces règles, en ignorant les règles, le Bénin s'expose à de lourdes conséquences. Et les conséquences juridiques qui peuvent en découler, c'est que ces condamnations-là, les condamnations de Steve et de Sossoupé sont fragiles et encourent tout simplement annulation dans les jours, s'ils le veulent. Et puis, sur le plan politique, c'est que l'image d'un pays, on offre l'image d'un pays qui kidnappe ses opposants et qui bâillonne ses journalistes, ce qui n'est pas du tout intéressant. Et sur le plan diplomatique, je peux dire que cela crée des tensions entre les voisins, entre le Bénin et le Togo, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, et expose le Bénin à des critiques internationales. Au point de vue sur le plan financier, ces comportements-là, c'est des comportements qui endettent à la longue le Bénin. Et même ceux qui sont actuellement au pouvoir ont bénéficié de certaines condamnations de l'État par rapport aux situations d'irrégularité dans des jugements dans lesquels ils ont été condamnés à tort. Donc, Steve Amoussou, tout comme Sossoupé, sont actuellement en droit de demander des réparations plus tard à l'État béninois par rapport à la confiscation de leur liberté, par rapport à leur arrestation irrégulière. Donc, voici donc ce que je peux dire par rapport à ces deux cas-là. La Côte d'Ivoire a parlé d'une coopération qui a fait l'objet d'une coopération judiciaire. Et autre élément qu'on a noté dans ce dossier, on nous a dit souvent que en tant que réfugié, Hugo Sossoupé ne devrait plus se mêler des questions politiques. Est-ce que, du point de vue du droit, vous êtes un juge, quelle appréciation vous faites de ces deux informations-là? On dit que, en tant que réfugié, Hugo Sossoupé ne devrait plus se mêler des questions politiques. Et c'est écrit où? Où est-ce que c'est écrit? Nulle part. Nulle part, je dis. Les réfugiés ont les mêmes droits que les personnes ordinaires. Les réfugiés, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce ne sont pas des demi-hommes. Ce sont des hommes à part entière. Donc, pourquoi est-ce qu'un réfugié ne devrait pas se mêler de la politique? Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur pays?
Pourquoi alors ne pas, si j'ai quitté mon pays parce que l'actualité politique, parce que les activités politiques du régime en place sont à dénoncer. C'est en étant réfugié, donc je vais me taire et je ne vais plus parler de politique. Non, ce n'est écrit nulle part. Un réfugié a les mêmes droits qu'un homme ordinaire. Un réfugié, c'est pas un sous-homme, c'est un homme complet. Donc un homme à part entière. Il a tous les droits, tout comme tous les autres hommes. Donc ça, c'est un faux problème. Et l'autre question, vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? La seule chose qui est refusée aux réfugiés, c'est de ne pas se comporter de manière à créer des tensions entre l'État qui l'héberge et l'État de son État d'origine. Mais si vous vous comportez bien sur le territoire, si vous respectez les lois du territoire qui vous accueille, vous n'avez aucun problème à parler de la politique de votre pays. Vous avez la liberté de parler de ce qui va et de ce qui ne va pas dans votre pays. L'autre volet de la question, mon micro bug un peu. L'autre volet de la question, c'était par rapport à l'argument avancé par le gouvernement ivoirien, soit disant que Hugues Sossoukwe a été extradé sous le coup d'une coopération judiciaire. Je voulais voir le bien fondé de cet argument. J'ai eu à le souligner tantôt. L'extradition respecte des normes. Et puis, en matière pénale, la loi, elle est d'interprétation stricte. On applique la loi à la lettre. On ne l'interprète pas comme on veut. Quelle procédure, comment se comporte-t-on lorsqu'on veut extrader une personne? C'est ce que j'ai dit. C'est pas, il y a une coopération judiciaire qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, oui. Mais en matière d'extradition, il faut respecter les principes. L'extradition, c'est d'abord quoi? Un mandat d'arrêt qui a été international, qui a été émis par le Bénin via Interpol. Et ce mandat d'arrêt, lorsque la Côte d'Ivoire reçoit le mandat d'arrêt, la Côte d'Ivoire maintenant appréhende la personne qui est sur son territoire. Et elle saisit, donc le juge est saisi pour examiner la demande du Bénin tendant à l'extradition de la personne Le juge écoute la personne. Cette personne, on lui notifie tous ses droits et on lui notifie ses droits. Et elle a droit à un avocat. Et puis un jugement est rendu. Et à la suite de ce jugement, il peut faire un recours. Et si le recours, à l'issue du recours, il paie, il pourra être extradé. Mais maintenant, ça aurait été ça dans le cas de Steve, on peut s'arrêter là. Mais s'agissant de Sossoukwe, est-ce que Sossoukwe pouvait être extradé alors même que c'est un réfugié? Non. Le refoulement, il y a un principe qui interdit le refoulement. Sossoukwe a fui son pays. Il a fui son pays et il est allé demander refuge. Il est allé demander la protection internationale du HCR. Il est sous la protection du HCR. Et le HCR et le principe qui gouverne en l'espèce, c'est le non-refoulement. On ne peut pas le retourner vers le pays, son pays d'origine, son pays qu'il a fui. C'est comme si vous le retournez encore à l'abattoir. La Côte d'Ivoire ne devrait pas agir de la sorte. La Côte d'Ivoire a mal agi et sur le plan juridique, judiciaire, la Côte d'Ivoire s'expose donc à tout ce que j'ai eu à citer tantôt. Donc, Sossoukwe peut se plaindre contre la Côte d'Ivoire et réclamer des dommages d'intérêt. Tout comme il peut se plaindre contre le Bénin également et demander des dommages et intérêts
la procédure n'a pas été respectée. Et lorsque la procédure d'extradition n'est pas respectée, c'est que rien ne tient. C'est tout comme une fondation, la fondation d'une maison. Si vous avez construit sur une fondation qui ne tient pas, la maison ne tiendra pas, elle s'écroule. Donc tout ce qui est en train de se faire dans le cadre de Sosopé actuellement, et jusqu'à la décision qui sera rendue, même s'il est condamné, c'est une condamnation qui n'est pas régulière, qui ne sera pas régulière. Elle est très fragile, elle est attaquable et elle encourt nullité. Parce qu'à la base, rien n'a été respecté. Et c'est ce qui s'est passé avec Steve Amoussou. Lorsque vous, dans l'illégalité, vous allez cueillir quelqu'un, vous le kidnappez, déjà, vous avez faussé la base. Vous avez faussé la base. Il faut retourner au commencement, il faut reprendre les règles, il faut reprendre la procédure depuis la base. Faire une extradition légale avant de poursuivre la procédure jusqu'à la condamnation que vous voulez. Sinon, tout s'écroule, tout finit par s'écrouler. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant.